Mac Studio et Studio Display commencent à révéler leurs petits secrets. Un slot SSD mystérieux sur le nouveau Mac pour les créatifs et suffisamment de mémoire pour faire tourner 32 écrans identiques dans le moniteur 27 pouces qui réserve encore bien des surprises. L'Apple Car, à peine enterré, déjà relancé. Tant qu'à trouver un partenaire, on avait pensé à un constructeur coréen, japonais, mais on n'avait pas osé regarder du côté de l'Allemagne et c'est Porsche qui évoque officiellement des projets avec Apple. Dans un instant, notre invité, Alexandre Lenoir, rédacteur en chef d'iCreate et journaliste auto. Et puis le tuto audio, je vous expliquerai comment passer en mode récupération dans macOS sur un Mac Apple Silicon. Rien de sorcier, il faut juste le savoir et ça finit toujours par servir. C'est le 30e numéro de la saison. Bienvenue dans iWeek, la semaine Apple, le podcast numéro 83. Benjamin Vincent, avec vous et avec votre esprit. Merci de votre fidélité au podcast de référence sur l'actualité de l'écosystème Apple tous les jeudis soirs. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine avec mes copains et un invité ce soir que je vais vous présenter dans un instant, mais vous le connaissez déjà. Tout d'abord, la team au grand complet. Eli Abitbol, hola. Buenas noches. Gilles Dounès, Ave César. Oui, enfin bon, il a mal fini. Donc, les Bayonnais disent Ayo et ici on dit Anichat. Mais Anichat Anichat, oui. C'est même une marque de vêtements maintenant. Ok, enchanté. François Le Truédic, Kenavo. Ouais, je suis désolé, je ne vais même pas pouvoir te répondre en breton. Désolé, je ne parle pas breton, je le confesse. Bon. Je parle bien le langage Apple, mais pas le langage breton, c'est triste. D'accord. Bon, d'accord. Et Fabrice Neumann, simplement bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous, absolument, j'ai pas d'autre façon de faire. Bon, j'espère que vous allez bien les garçons. Vous avez entendu, il y a encore du lourd cette semaine, c'est peut-être le printemps, je sais pas, ou la deuxième keynote qui approche, qu'est-ce que vous en pensez ? Tout est possible. Pour l'instant, il y a du pollen partout, donc... C'est vrai. En tout cas, il y a une rumeur qui joue au yo-yo avec nous et avec nos émotions, c'est l'éventuelle sortie, un jour peut-être, mais encore sans aucune certitude, d'une hypothétique voiture chez Apple, et on va en discuter avec notre invité, notre ami, que dis-je ? Salut Alexandre Lenoir. Salut les amis, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. Et très très chouette de te revoir dans iWeek. Avec plaisir Benjamin. Ouais, toujours un grand plaisir. Bon, je rappelle ton CV, hein, rédacteur en chef de l'excellentissime... Ah ouais, si, j'y tiens. Rédacteur en chef de l'excellentissime mensuel iCreate France, dans lequel j'ai l'honneur d'écrire une chronique chaque mois. iCreate, partenaire d'iWeek et d'i5, et vice-versa. Exactement. Un dernier numéro, Alex, avec une pomme Apple cadenassée en une, et ce titre, sécuriser votre Mac dans Monterey. Vous êtes en plein dans l'actu dans iCreate. Ouais, et en fait, le prochain numéro, le 189, va sortir peut-être à peu près en même temps que ce numéro d'iWeek, donc ce sera le Mac Studio en une. Voilà. Ah ça tombe bien parce qu'on va en parler dans iWeek dans un instant. Apple Car donc, Alex, on croyait le projet plié, mort, enterré, mais une petite lueur d'espoir est arrivée vendredi en provenance d'Allemagne. Alors, pour commencer, moi je pense pas que le projet soit mort, enterré ou qu'il l'ait jamais été. Apple fait tous les ans, enfin depuis quelques années déjà, des tests grandeur nature sur route ouverte, notamment en Californie. Ils ont une flotte d'une 40aine de véhicules. Ce sont des Lexus d'ailleurs. En fait, c'est répertorié, c'est documenté, c'est officialisé même par le gouvernement de Californie. Les constructeurs qui veulent faire des tests de véhicules autonomes sont obligés de s'enregistrer. Et il y a le nombre de kilomètres parcourus chaque année comme ça par les différents constructeurs. Ça permet d'apprendre aussi d'ailleurs que Tesla ne fait pas de tests de voitures autonomes. Vous voyez, non, Apple en fait, pas Tesla. Google est le grand champion avec Waymo là-dessus. Donc voilà, Apple continue à travailler sur le sujet. Alors voiture autonome ou pas, en tout cas, ils sont enregistrés dans cette catégorie auprès du gouvernement californien. Alors pour ce qui est de Porsche, je vais peut-être vous décevoir, mais je pense que c'est
peut-être le commentaire, on va dire, parce que c'est pas vraiment une annonce. Hein, ça a été fait pendant les questions-réponses de la conférence annuelle de Porsche où Porsche présente ses résultats financiers, ses projets pour l'année en cours, etc. Et puis même les 10 ans à venir. C'est peut-être l'annonce la moins intéressante dans le sens où en fait, on ne sait pas grand-chose de ce que ça veut dire. Concrètement, le représentant de Porsche qui répondait à la question d'un journaliste sur les liens, les projets éventuels avec Apple, c'est simplement contenté de dire oui, d'ailleurs, la semaine dernière ou le mois dernier, je sais plus, on a des gens de chez nous qui sont allés rendre visite aux gens de chez Apple pour travailler sur d'éventuels projets. Ça peut être en fait tout et n'importe quoi. Ça peut être une meilleure intégration de CarPlay. Apple a d'ailleurs annonce régulièrement des choses en ce sens, notamment durant la WWDC au mois de juin. La dernière fois, c'était pour dire que CarPlay prendrait probablement en charge plus de fonctions dans la voiture, typiquement la climatisation, des fonctions de confort ou des fonctions liées à la charge électrique. Donc, ça peut aussi bien être ça que... Donc, il y a tout un éventail de possibilités, c'est ça que tu veux dire. Exactement. En fait, si tu veux, il y avait des annonces presque beaucoup plus intéressantes durant cette conférence de Porsche qui va fabriquer par exemple des vélos électriques, ça intéresse beaucoup de gens en ce moment, et pourquoi pas des vélos connectés à l'iPhone d'ailleurs. Donc ça peut aussi bien être ça d'ailleurs, un lien avec les vélos et pas forcément avec les voitures. Donc c'est très vaste et ça peut aussi bien considérer des services que des voitures, que d'autres engins de mobilité finalement. On en reparle dans quelques instants, Alex, avec toi. C'est un épisode un peu particulier. Pas de dîner d'Eli, pas de maison connectée, pas de focus de Gilles. Je sais pas si les gars, si on est au Club Med, prévenez-moi, j'étais pas au courant. Mais c'est le printemps, Benjamin. C'est ça. C'est le printemps, Spring Break. Mais oui, c'est le Club Med et c'est toi notre Géo. C'est vrai, merci, c'est sympa les gars, j'ai mangé mon polo de Géo sur le dos. Bon, et vous êtes excusés parce que entre l'un qui, comment on dit, papivote, je sais plus, papicite, voilà, papicite, voilà. L'autre qui déménage, et je pense à toi François, vous êtes évidemment excusés, je vous charrie parce que je vous aime évidemment, les amis. Bon, on va redevenir un peu sérieux. La semaine dernière, je lançais un appel dans votre direction à vous qui nous écoutez pour nous soutenir financièrement via patreon.com/iWeek. Et cet appel a été entendu. Immense merci à nos nouveaux contributeurs. Alors je cite votre nom avec beaucoup de plaisir. Merci à Jean-Pierre Tressens, à Olive Jarry, Jonathan Vrech et Vincent Defoin. Vos dons, je rappelle que ça commence à 1,50€ par épisode, soit le prix d'un café, grosso modo, en tout cas à Paris et plutôt en terrasse, sont essentiels pour qu'on puisse continuer et développer iWeek. Je pense au podcast, mais je pense aussi au prochain site web et à tous nos projets ultra secrets, parce que nous aussi, on a des projets ultra secrets, évidemment. Alors faites comme Jean-Pierre, Olive, Jonathan, Vincent et les autres contributeurs que nous remercions toutes et tous encore. Allez sur patreon.com/iWeek et rejoignez cette communauté sur Patreon. Nous soutenir, c'est aussi nous retweeter. On a besoin de votre relais quand vous estimez que ça en vaut la peine. Et donc followez iWeek News et i5FR sur Twitter. Et puis, si vous êtes picousés comme nous à l'actu Apple, on vous rappelle qu'on livre les 5 infos essentielles du jour, chaque jour de la semaine, dans vos oreilles en 5 grosses minutes. C'est la promesse et le pari tenu d'i5 depuis 143 numéros déjà. Alors essayez le premier podcast quotidien dédié à l'actu Apple et abonnez-vous sur Spotify et Apple Podcast, 4,99€ par mois pour plus de 20 épisodes. Bon, c'est donné, hein. Ah oui. Non. Bah si. Oui, faut le dire. Bon. Allez, dans quelques minutes, les projets secrets d'Apple avec Porsche, mais tout de suite, d'autres mystères, ceux du Mac Studio et du Studio Display. Ils ont commencé à arriver vendredi dernier, c'était le 18 mars. Je parle évidemment du Studio Display et du Mac Studio. Ils commencent petit à petit à révéler leurs secrets. On va d'abord s'intéresser à ce nouveau Mac, le Mac Studio, et à ce mystère autour du caractère ou non upgradable de ce Mac. Apple l'a dit et répété pendant la keynote et depuis, la capacité de stockage du Mac Studio ne peut pas être modifiée après l'achat. Mais alors à quoi sert ce deuxième slot découvert notamment par MaxTech,
qui s'est livré à un désossage que je vous recommande sur YouTube, hyper impressionnant. Dans le premier slot, il y a donc la barrette qui n'est pas soudée, et puis il y a ce deuxième slot qui existe et qui pour l'instant, Ellie, ne sert à rien. Et oui, et il semblerait effectivement qu'Apple défende ardemment le fait que ce n'est pas upgradable et que même si quelqu'un s'amusait à couper un SSD en deux, grosso modo pour le faire rentrer dans cette place qui est réduite, ce n'est pas pour autant que le système le reconnaîtrait. Oui, donc, oui parce que les barrettes classiques sont trop longues pour l'emplacement. Oui, ils ont essayé. C'est un nouveau format justement. en fait. Oui. Ils ont essayé de la faire rentrer de tous les côtés. Non, elle rentre pas. Physiquement, elle rentre pas. Et alors, d'autres ont aussi pris la barrette sur le premier slot pour la mettre dans le deuxième. Et ils se sont rendus compte que la barrette d'origine n'est pas reconnue dans le deuxième slot. Ou alors que le deuxième slot n'est pas activé. Fabrice, c'est l'OS. Fabrice, ça doit titiller cette histoire de deuxième slot, je pense. Alors, oui et non, parce que moi je trouve au contraire que son usage est très très clair. Première chose quand même, quand on voit les démontages, il y a aussi Luc Miani sur internet, qui est sur YouTube, qui a fait ça. C'est pas du tout fait pour être fait par le commun des mortels, parce qu'il faut enlever plein de vis, et puis il faut surtout aussi enlever le premier module qui est en dessous, le capot en aluminium, c'est l'alimentation, qu'on conseille à tout le monde de surtout ne pas toucher, parce que c'est une alimentation de 370 watts qui peut contenir encore de l'électricité même quand c'est débranché. Donc c'est pas du tout fait pour être fait chez soi sur son bureau. Donc il me semble assez clair que ces deux slots sont là pour faciliter la fabrication et proposer aux acheteurs des appareils qui ont 512, 1 Tera, 2 Tera, 4 ou 8. On voit aussi que c'est un peu par deux. Donc il semble pour moi assez clair que ça facilite la vie à Apple pour proposer des machines personnalisées au moment de l'achat. C'est ce que démontrent toutes ces vidéos, je trouve. Oui. Gilles, qu'est-ce que tu penses de ce deuxième slot alors, toi? Quelle est ton explication? Non, je suis de l'avis de Fabrice. Oui, ça peut être une porte ouverte pour une version CTO comme c'est formulé traditionnellement chez Apple, c'est-à-dire une possibilité laissée par Apple, comme a dit très justement Fabrice, pour pouvoir augmenter la capacité de stockage sur des configurations en CTO à la demande. Est-ce que éventuellement ensuite, en fonction des besoins, Apple peut proposer un service supplémentaire d'augmentation de la capacité de stockage dans un deuxième temps, moyennant une rallonge? Ça peut être un service proposé par Apple qui est toujours à la recherche d'argent gratté ici et là avec de nouvelles fonctions. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien, mais je trouve que la remarque de Fabrice était frappée au coin du bon sens. Ouais. François, toi, tu as une explication? Oui, pour moi, c'est parce qu'on a deux puces M1 Max et que sur chaque puce M1 Max, il y a ce qu'il faut pour un SSD. Peut-être que d'un point de vue viabilité et rentabilité, c'était plus simple d'avoir deux mêmes cartes symétriques, et donc du coup c'était prévu pour, et puis voilà. Après je trouve ça toujours dommage que ce soit là et vide. Maintenant c'est comme ça, et puis voilà, le fait que ça puisse pas être reconnu, ça me paraît plutôt logique. Aujourd'hui, avec toutes les couches de sécurisation qui étaient sur avec la puce T2, etc., qu'on a sur les Mac, on sait très bien qu'on peut pas changer les disques durs comme ça. Donc ça paraît logique que ce soit pas aussi simple que de mettre une barrette dedans et en avant Guingamp, c'est géré, quoi. Il y a encore quelques semaines, je démontais les vieux MacBook Pro 13 pouces avec les vieux disques durs. Effectivement, c'était super. On pouvait changer le disque dur en enlevant 12 ou 14 vis, je sais plus. Maintenant, c'est plus la politique d'Apple. Je pense qu'il faut se faire une raison. Maintenant, c'est toujours dommage d'avoir un espace vide comme ça. Des espaces vides, on n'a qu'une envie, c'est de les remplir. Ouais. Et vous pensez pas que ce slot peut servir à autre chose,
pour un module qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore prêt. Non. Non, parce que ce serait bizarre de l'avoir laissé vide pour le remplir a posteriori, quoi. Autant on y reviendra sur le studio display, à mon avis, il y aura peut-être quelques petites surprises à arriver à un moment ou à un autre. Autant là, sur le Mac Studio, non, enfin, je vois pas trop quoi. Et l'espace est pas grand en plus. Et puis, comme a dit Fabrice fort justement, c'est là, ils ont démonté une des machines. Je ne sais pas si c'était une machine en 8 Tera. Donc, peut-être que dans une config en CTO, Apple arriverait d'usine à remplir les 2 slots sans qu'on le sache, puisqu'on n'est pas censé les ouvrir. Bon, le mystère n'est pas encore complètement éclairci. On va, je pense, continuer à apprendre des choses sur ce Mac Studio dans les jours et les semaines qui viennent. On va évidemment suivre ça à la fois dans i5 et dans iWeek. Je vous propose qu'on passe à l'écran maintenant, à ce moniteur 27 pouces, alors qui est sans doute encore plus mystérieux que le Mac lui-même. Bon, on va commencer juste par préciser une chose. La présence de la puce A13, elle est notamment liée au traitement du spatial audio dont on a parlé, et aussi au fait que le moniteur prend en charge la fonction cadre centré pour les visioconférences avec FaceTime. Alors quand on avait parlé de cet écran de manière concrète avant la keynote, c'est la première chose qu'on vous avait dite, je m'en souviens, sur la base d'indications de Mark Gurman, si je me souviens bien, à savoir que ce Studio Display tourne sous iOS. Oui. Et plus précisément sous iOS 15.4, donc la version qui est sortie la semaine dernière. Ça veut dire que toutes les mises à jour de l'écran passeront par des mises à jour d'iOS, si je comprends bien. Oui. Hein ? Ça a été le cas en fait, puisque vous vous rappelez que quand il est sorti, il y avait un bug au niveau de la caméra, donc la qualité de la caméra n'était pas équivalente à celle qu'il y a aujourd'hui sur une des nouvelles machines M1 en particulier. Et Apple... Elle était pourrie même. Ouais. Oui, elle est pourrie, c'est peut-être un peu fort, mais elle n'était pas aussi bonne. Et Apple a mis moins de 48 heures à sortir une mise à jour, que j'ai donc faite. Et j'étais très surpris parce que quand il m'a dit je vais faire une mise à jour des drivers donc du Studio Comment Display, ça se passe alors ? Comment ça se passe une mise à jour sur le Studio Display ? On passe par l'ordinateur. Il faut que le Studio Display soit connecté. On fait mise à jour système dans les préférences système. Et au bout de quelques secondes, apparaît mise à jour pour le Studio Display. Et là, en fait, il télécharge pas un driver. Moi, je pensais que ça allait être une mise à jour de quelques dizaines ou centaines de cas. Pas du tout. Il a téléchargé une version d'iOS 15.4 entière, 6 Go 80. Donc, ça a mis un petit moment, non seulement à télécharger, mais à installer. Donc, en fait, ils ont changé la version d'iOS complète. Et ça, c'était avant de savoir qu'effectivement, c'était une version complète. Moi, c'est la taille qui m'a étonné. Et puis après, on a eu cet article en disant, mais en fait, c'est une vraie version complète d'iOS. Et là, je me suis mis à réfléchir et je me suis dit que ce moniteur va réserver des surprises à l'avenir parce que il a de quoi faire des choses qu'il ne fait pas aujourd'hui. Hein. Avec une version complète d'iOS, on peut imaginer qu'il puisse faire plein de choses. Hein. Alors, l'une des caractéristiques assez étonnantes, c'est quand même que cet écran n'utilise que 2 Go, alors qu'il en embarque 64. Oui. François, tu avais commencé à nous donner une explication, un début d'explication dans i5. Pour moi, c'est tout bête, c'est une histoire d'économie d'échelle, dans la mesure où c'était une puce A13, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Puce A13, par défaut, standard 64 Go, ils vont pas se compliquer à créer une nouvelle puce qui embarquerait moins de mémoire. Alors après, il y a ça c'est pour moi, c'est la raison de la raison, et la raison de l'optimiste, c'est de se dire comme Eli que ça nous réserve des surprises. Et pourquoi pas imaginer un nouveau Pro XDR qui sortirait à la keynote à la WWDC, équipé aussi de cette puce A13, voire pourquoi pas une puce un peu évoluée, une A14 ou une A15, et nous sortir des nouvelles fonctionnalités sur ces écrans. Et ça paraît très fun, parce que honnêtement, avoir 62 Go à rien faire dans un écran, je trouve ça un peu con, quoi. Ouais. Je donne juste un exemple, puisqu'on a parlé aussi en même temps qu'iOS de Siri.
on a dit que en fait le Studio Display pouvait utiliser Siri. Donc, imaginez par exemple que vous lancez un appel visio, vous pouvez dire « Dis Siri, appelle telle personne », un peu comme font aujourd'hui les petits portals, etc. Et à un moment donné, rappelez-vous qu'Apple travaille sur l'équivalent d'un Apple TV survitaminé avec une caméra et un écran. Ça pourrait faire partie de la famille, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer des fonctionnalités où on s'adresserait directement à l'écran sans forcément avoir un ordinateur connecté à ce moment-là, par exemple. Ouais, mais du coup, ça n'a absolument rien à voir dans un écran qui est destiné aux ordinateurs, justement. L'histoire de ces... Moi, ce qui m'étonne le plus, finalement, c'est que j'ai coutume de dire que Apple a tendance à raconter des histoires, pas dans le sens des Salam Alek, hein. Il y a une histoire bien racontée autour d'un produit, et là, il y en a pas. Je suis très étonné. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire quelque chose comme ça, ils ont pas réussi à aller jusqu'au bout, et qu'ils se retrouvent avec un écran pour le reste de bonne facture, la dalle 27 pouces, même vieillissante, elle est magnifique comme on sait, puisque c'était a priori les écrans même un peu améliorés par rapport aux iMac 27 pouces, avec des choses dedans dont on ne se sert pas et qui sont quand même obligés de vendre du coup à un prix défiant toute concurrence à l'envers, parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont dedans et qui sont à fabriquer, à produire, mais qui pour l'instant ne servent à rien. Globalement, j'exagère, hein, je force le trait comme je fais souvent. Et donc là, il y a un iPad 9 complet dans un écran dont on ne se sert pas. C'est un peu ça. C'est étonnant quand même. Et d'ailleurs, dans i5, Fabrice, tu nous disais que cette fameuse histoire du câble qu'on ne peut pas enlever sans sortir une sorte de moulinet digne des plus gros bateaux de pêche. Une grosse canne à pêche. C'est ça. Montre que cet écran a sans doute été conçu il y a un paquet de temps. Parce qu'on peut s'étonner que cet écran ne reprenne pas le connecteur magnétique de l'iMac. C'est Mark Gurman qui disait que il semble que cet écran a été conçu il y a plus de 2 ans. Et que du coup, on est avec un écran qui est pas de son temps en fait. Moi, c'est ce que je trouve assez bizarre de cet écran qui ne semble pas de son temps. François, tu dodelinais de la tête. Ouais, je sais pas, je pense qu'il était pas dans les tuyaux depuis si longtemps que ça. Maintenant, c'est vrai, quand on voit le démontage, ça donne qu'une envie, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un iMac 27 pouces dedans. Quand on voit la taille que prend la carte mère du M1 sur l'iMac 24 pouces. Mais il y en aura peut-être un jour. Il y en aura ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a rien qui empêche Apple de coller une petite carte. Enfin voilà, elles sont relativement compactes. Donc voilà. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment le plus surpris, à part la qualité de l'écran que j'ai trouvé assez fantastique, c'est la qualité du son. J'ai l'habitude d'écouter tout ce qu'Apple sort en son, depuis évidemment les HomePod, les HomePod mini, etc. Et d'autres appareils de haute fidélité. Pour l'instant, le son du Studio Display, c'est celui qui m'a le plus impressionné, mais depuis des années. Le son, il est incroyable. Je vous conseille d'aller l'écouter dans un Apple Store ou chez un revendeur Apple qui l'aura, puisque pour l'instant, tout le monde n'est pas autorisé à le montrer. Et vraiment, vous allez tomber par terre avec la qualité de ce son-là. Et ça, c'était avant qu'on sache qu'il était spatialisable. C'est-à-dire que vraiment, on écoute standard stéréo. Hein. Donc, là, pour le coup, c'est comme le son de l'iMac 23 pouces et demi qui est très bon aussi, justement, malgré la finesse de l'écran. Moi, j'avais été très impressionné par ça aussi. Mais je les ai écoutés côte à côte, justement, parce que j'ai eu exactement le même réflexe que toi, donc je les ai mis côte à côte. Et ben, franchement, le Studio Display, c'est un niveau au-dessus. Ah oui, il est plus épais, c'est normal. Je comprends pas, tout le monde n'a pas des HomePod mini en stéréo à côté de ses ordi. Enfin, moi, à la maison, quand j'écoute de la musique, j'écoute pas sur l'ordi, j'écoute sur les HomePod qui sont à côté. Donc ouais, le côté son, pas convaincu de l'intérêt, mais j'aurais préféré, là-dessus, j'ai rejoint Fabrice, j'aurais préféré qu'ils mettent un peu moins de techno et qu'ils nous le pondent à 1000 balles, quoi. Ouais. C'est aussi un écran pour travailler, hein, donc tous les gens qui font du montage audio et du montage vidéo avec un rendu fini sur un documentaire ou un film avec le montage final et le son et la musique ont besoin de se rendre compte de ce que
le client ou le spectateur va avoir, que ce soit dans la salle des cinémas, d'ailleurs, ou devant sa télévision, dans son salon. François, explique-moi ce geste que tu faisais en te prenant la tête avec les mains. Je pense que les monteurs, ils utilisent des casques pour contrôler le niveau sonore plus que les enceintes de l'ordi. Après, je peux me tromper. Maintenant, c'est vrai que j'ai encore eu l'occasion dans les bancs de montage à la fac, on a des Mac Mini. Oui, c'est clair que l'audio du Mac Mini, c'est de la merde et ça nous viendra jamais à l'idée de l'utiliser. Comme à l'époque, le Mac Pro, le camion, là, le gros gris, c'était pareil. Ou les Power Mac G4, G5, quoi. Maintenant, voilà, je rejoins vraiment Fabrice, je trouve ça dommage d'avoir mis autant de techno, d'avoir un processeur d'iPad 9 et de pas en faire plus, quoi. Moi, je rêverais, je rentre à la maison, j'ai un truc à regarder, je sors mon ordinateur portable ou mon iPad et je fais du AirPlay, j'ai pas besoin de brancher de câble. Ça paraît tellement évident qu'Apple le propose sur l'écran avec une puce A13 dedans, quoi. Ouais. Mais ça arrivera peut-être. Mais peut-être ça arrivera, hein. Juste pour revenir sur cette histoire de câble d'alimentation du Studio Display, Fabrice, si le câble on l'abîme ou si on a besoin de le changer, qu'est-ce qui se passe ? Il faut aller chez Apple ou chez un revendeur qui pourra le réparer. Je ne sais pas si Ellie, tu es déjà habilité ou tu le seras. On sera parce qu'il va falloir, ouais. Il va falloir aller. Donc, il faut emmener tout l'écran pour faire réparer un câble qui serait un peu abîmé. Parce qu'il peut arriver quand on roule dessus avec une roue de chaise ou quelque chose comme ça. Moi, je trouve ça complètement fou, quoi. C'est vraiment un truc. Là, on est dans tout ce qui est réparabilité, etc. Là, il y a un vrai manque. C'est incompréhensible pour moi. Cet écran est vraiment incompréhensible pour moi. Alors, je plaisantais sur le moulinet de la canne à pêche, mais ça ressemble vraiment à ça, l'outil pour enlever le câble. Ouais, ça ressemble vraiment à ça parce qu'on dirait qu'il faut beaucoup plus de force pour enlever ce câble que le câble du HomePod. Et parce qu'il faut entre guillemets l'arracher pour l'enlever. C'est quoi ? Oui, il faut l'arracher. Alors, on peut le faire à la main, mais il faut vraiment presque être à deux. Il y a un d'un côté qui tient l'écran et l'autre qui met les deux, qui tire comme une corde pour pouvoir arracher le câble, quoi. Alors, faites pas ça avec votre écran à presque 2000 balles. Ça me paraît pas raisonnable. Ça fait bizarre. Non, ça fait vraiment bizarre, ouais. Bon, autre info qu'on a prise depuis aussi la keynote, elle concerne le fameux changement du pied après l'achat. Alors, on peut le réparer mais pas le changer, c'est ça en fait. Hein. C'est ça. C'est ça la mauvaise surprise, c'est parce que au début, il y a plusieurs sites qui ont dit il faudra l'amener chez Apple ou dans un centre de maintenance agréé et vous pourrez changer le pied. Et Apple a immédiatement démenti et précisé en disant vous ne pourrez pas changer de pied, vous pourrez réparer un pied abîmé, on vous changera, mais ce sera le même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer d'un pied pivotant à un pied qui monte et qui descend ou à un système VESA. Ça, c'est impossible. On peut remplacer un pied défectueux par le même, et qui doit coûter donc un bras, chez Apple ou dans un centre. C'est tout. Ouais. Tu fais le signe on peut pas chiner une sorte de pied, donc. Zinzin, Fabrice. Ouais, mais c'est complètement zinzin. Et là encore, je trouve ça fou. Pour avoir un écran qui soit en plus agréable à utiliser et même ergonomique, il faut payer 400 € de plus. Parce qu'un écran qui n'est pas réglable en hauteur n'est pas ergonomique. Et alors, le discours d'Apple qui parle parfois d'ergonomie, on pourrait parler des claviers et des souris aussi, mais là, 400 € de plus pour avoir de l'ergonomie, enfin, dans quel monde vit-on, quoi ? Enfin, vivent-ils ? Parce que c'est pas le mien, là. Véritablement. Combien il vaut le pied du Pro XDR ? Oui, déjà ça, mais... C'est cadeau, hein. Mais surtout, ça permet effectivement ça complète ce qu'a dit Fabrice tout à l'heure, c'est que justement, cet écran date peut-être d'il y a un certain temps, mais ça remonterait donc à loin, et ils n'ont pas voulu changer le design pour une raison bizarre, parce que rappelez-vous que l'écran, le Pro XDR, quand vous voulez changer le pied, en fait, il est magnétique. C'est un truc qui est tellement simple à enlever. On se demande pourquoi Apple ne l'a pas mis dans celui-là, ce qui fait qu'on pourrait passer d'un pied à l'autre simplement avec une petite manipulation. Et là, non, il fait partie de la carrosserie de l'écran. C'est-à-dire que presque il faudrait changer toute la façade arrière et donc probablement tout ce qui entoure l'écran pour pouvoir changer le pied. Et ça, c'est dingue.
Bon, juste dernier mot, il y a quand même un avantage à passer au Studio Display, c'est que ça permet d'avoir Siri sur des Mac très anciens qui l'ont pas. Hein, Mais oui. fallait quand même le mentionner. Bon, sérieusement, vraiment. faisons une petite tournée là. Vous achetez ou vous achetez pas le Studio Display, Ellie? Oui, moi, franchement, c'est un des produits qui m'a le plus surpris agréablement. Et en fait, ce que je me demande, c'est pour une config à la maison, si on n'a pas besoin de se déplacer tous les jours, est-ce que si on prend un Mac Studio de base, hein, je ne parle pas de l'Ultra, donc qui est à 2200 €, grosso modo, et on rajoute un Studio Display, on est en fait à un prix qui est inférieur à un 16 pouces, à un MacBook Pro 16, un tout petit peu gonflé, donc, et qui reste un 16 pouces. Donc je me dis que ça serait une belle configuration pour être à la maison sur un bureau avec la caméra, le 400 traits, une machine quand même très rapide à côté. Et du coup, ça me tente. François, tu achètes ou tu achètes pas le Studio Display? Moi, je pense acheter pour le côté simpliste de la connexion. Là, actuellement, j'ai un iMac 24 pouces. Je pense que je vais migrer sur un MacBook Pro 14 pouces avec au moins un Studio Display avec le pied ergonomique. Et si un jour je gagne au loto, pourquoi pas, j'ai l'habitude de bosser sur des configs bi-écran, pourquoi pas acheter un deuxième en support VESA en vertical à côté, quoi. Mais c'est pour la question de simplicité, le design, la webcam qui est quand même, malgré les petits bugs de jeunesse, de très bonne qualité. Là, on le voit, je crois qu'en face de nous, il doit y avoir que Ellie qui n'a pas la webcam d'un 14-16 pouces, je pense. Ça doit être pareil pour Gilles, et c'est vrai qu'on voit la différence de qualité, quoi. Donc rien que pour ça... ça me paraît intéressant parce que le problème du portable, c'est que la webcam est mal positionnée alors que sur l'écran, voilà, avec la fonction cadre centré. Et puis ça reste du matériel plug and play, c'est du Apple, c'est pratique, quoi. Enfin, on branche un câble, ça recharge le portable. Ça veut dire que qu'on rentre le soir, on a juste à brancher le Thunderbolt et c'est bâché, quoi. Donc j'achète. Un jour. Gilles? Alors, moi j'ai un iMac 27 pouces de 2011 que j'essaie de faire durer au maximum parce qu'il a le lecteur graveur de CD. Et donc, c'est toi qui en utilise encore? Perf. D'accord, on le cherchait. C'est lui. Belle perf. J'essaie au maximum de pouvoir numériser mes propres CD pour le jour où j'en aurai marre ou éventuellement je serai en panne de communication Internet. J'ai pas entendu, pardon. J'ai dit d'Apple Music. Oui, ou plus d'Internet, plus d'Apple Music et plus de musique, donc. Et donc voilà. Maintenant, c'est une alternative à l'iMac 27. On est à peu près dans le même ordre de prix et avec un truc extrêmement joli et un son. Enfin, t'as pas le Mac, hein, t'as que l'écran. C'est qu'un écran, hein, je rappelle. Que l'écran, mais. Non, mais avec le Mac Studio qui va à côté. Si tu veux un iMac 27 pouces, si tu voulais un iMac 27 pouces, c'était à peu près l'enveloppe qu'il fallait mettre. Oui, mais donc, attends, tu parles de quelle enveloppe? Parce que là, le Studio Display, ça n'est que l'écran pour 1750 prix de départ. Oui, mais si tu voulais un iMac 27 pouces avec un peu de configuration, tu tutoyais les 3000 €. D'accord, donc tu rajoutes un Mac Mini, par exemple, c'est ça que tu veux dire? Je rajoute un Mac Mini ou un Apple, un Mac Studio. Ah oui, donc là, tu dépasses tout de suite. Un peu. Mais c'est moins qu'un iMac Pro. Tu triches, mais bon. Fabrice, je te pose la question ou je la pose pas? Moi, j'achète pas. Franchement, non, je vois vraiment pas l'intérêt. Je pense que ce truc est mal né. Qui se sont plantés. Moi, je pense qu'ils se plantent complètement avec ça. On me le ressortira plus tard. Et surtout, alors déjà pour
pour revenir plus sérieusement, on peut espérer qu'il y ait des fonctions supplémentaires qui soient liées à cet écran grâce à la présence d'iOS à l'intérieur. En tout cas, je conseillerais à tout le monde de ne pas acheter quelque chose en espérant de nouvelles fonctions. Donc, je conseillerais plutôt d'attendre, si on attend de nouvelles fonctions, de voir si elles existent et si elles rendent vraiment service. François disait qu'il mettrait bien cet écran-là sur un MacBook Pro 14 pouces. Je crains, d'après ce que j'ai vu déjà sur d'autres vidéos YouTube, que ceux qui branchent cet écran sur un MacBook Pro constatent à quel point l'écran du MacBook Pro est meilleur. Parce qu'il va avoir une meilleure résolution, il va être en promotion, il va avoir de l'HDR, et donc on va voir une différence. Et je pense que c'est pas une bonne surprise quand on fait ça on le met sur un MacBook Pro. Donc pour moi, cet écran n'a vraiment aucun intérêt. Donc la réponse est non. Merci Fabrice, merci les amis pour ce tour d'horizon très complet sur le Mac Studio et le Studio Display. On se retrouve dans un instant avec notre ami Alexandre Lenoir pour parler peut-être de la renaissance du projet Apple Car avec Porsche. À tout de suite. C'était en novembre dernier à Los Angeles, en marge du salon de l'auto, une réunion entre le grand patron de Porsche, Oliver Blume, le directeur financier du constructeur allemand, d'autres membres du conseil d'administration de la marque et plusieurs hauts responsables d'Apple qui n'ont pas été identifiés. Vendredi dernier, c'est ce même Oliver Blume qui a vendu la mèche lors de la réunion annuelle d'annonce des résultats de Porsche en disant... J'ouvre les guillemets, nous avons discuté de tout un éventail de projets passionnants avec Apple. Nous avons déjà CarPlay, nous allons bâtir sur ses fondations. Il n'en fallait pas plus pour relancer rumeurs et fantasmes autour de l'Apple Car. Et si c'était une Porsche sous le capot, Eli fait non, mais on va en discuter. Alexandre Lenoir, tu es toujours avec nous. On avait parlé il y a quelques mois de Kia, de Hyundai, de Toyota aussi, mais pas encore d'un constructeur allemand pour éventuellement accompagner Apple dans ce projet très au conditionnel. Tu nous disais en intro tout à l'heure que ça pouvait être tellement de choses différentes. Est-ce que la possibilité d'aller jusqu'à cette voiture, elle existe quand même selon toi ou pas ? Alors, que Apple puisse aller jusqu'à une voiture, honnêtement, pourquoi pas, hein. Ils ont, à mon avis, la capacité de le faire. Tout seul, enfin, c'est l'éternel débat, est-ce qu'il faut le faire tout seul, est-ce qu'il faut un partenaire honnêtement, c'est compliqué. Quel intérêt aurait un partenaire à se mettre pieds et poings liés avec un équipementier, en gros, que serait Apple, qui fournirait essentiellement le soft, hein. Apple ne va pas fabriquer des moteurs électriques, Apple n'a pas vocation à fabriquer des carrosseries. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça, on pense que ça avait capoté avec Hyundai, pas forcément pour une simple indiscrétion. Je vois pas l'intérêt de bloquer un projet industriel de cet ordre-là pour une simple indiscrétion. Mais bon, surtout qu'il aurait suffi de démentir et de le faire quand même. Mais moi, je vois pas spécialement Apple s'allier avec Porsche pour fabriquer une voiture, pour développer des technologies. Pourquoi pas donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore beaucoup de choses à faire avec CarPlay que CarPlay ne fait pas et que d'autres géants, typiquement Google, hein, commencent à faire avec des constructeurs comme Volvo par exemple, qui consistent ou même Renault d'ailleurs, à interfacer Google, l'assistant Google avec le véhicule. CarPlay aujourd'hui est assez limité dans ses interactions possibles. En gros, c'est la navigation, la musique, la téléphonie, hein, je résume, mais c'est à peu près ça. La possibilité d'aller plus loin, donc de commander sa climatisation à distance, par exemple, ou d'ouvrir sa voiture, ou de faire des choses comme ça, ça pourrait être une piste qui me paraît plus réaliste, en tout cas dans un premier temps, que de développer une voiture à part entière. Et comme je l'ai dit, Apple, par ailleurs, travaille sur son projet Titan, ce qu'ils font... Honnêtement, personne ne le sait, donc je ne vais pas rentrer dans la conjecture, surtout qu'on a déjà parlé maintes fois, hein, et là encore, on peut se perdre en conjecture, imaginer tout et n'importe quoi. Ce qui est intéressant depuis Apple Silicon, c'est que il y a des processeurs qui aujourd'hui permettraient sans doute pour Apple
d'aller plus loin que ce qui était possible de faire il y a encore seulement 2 ans, dans les capacités de calcul, de réalité augmentée, d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine, etc. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Tesla en est la preuve, hein, pour arriver à un véhicule autonome, et je sais même pas si c'est le but in fine qui serait recherché dans tout ça. Alors, on va revenir vers toi, Alex, dans un instant. Je voudrais faire un petit tour de table avec la bande iWeek pour connaître votre point de vue, votre sentiment. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez entendu ces quelques mots du patron de Porsche? Est-ce que vous y avez vu un signe qui se passait peut-être quelque chose, et que le projet d'Apple Car, dont il y a 8 jours, on disait qu'il était peut-être mort et enterré, finalement avait encore peut-être une existence. Élie, alors je commence par toi parce que je t'ai vu faire plein de signes depuis le début. Bah écoute, ma réaction, non, je crois toujours pas qu'Apple va faire une voiture avec Porsche. Que le projet Titan continue et qui développe des logiciels et des interfaces pour faire des tas de choses, oui. Alors après, j'ai beaucoup réfléchi à ça et je me suis dit, mais de quoi pourrait-il parler et qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Et il y a deux choses. La première, c'est tout ce que vient de dire Alex, je suis totalement d'accord. Développer plus de choses en interaction avec CarPlay et la voiture. N'oublions pas, par exemple, que la plupart des autres constructeurs ont des applis, hein, que ce soit, bon, bien sûr Tesla, mais Mercedes, mais tout le monde a une appli. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire « Dis Siri, ouvre la voiture » ou, tu vois, c'est des choses comme ça qui sont très simples. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus important qui justifierait le fait de dire à Porsche, qui travaille sur des technologies, tous les constructeurs allemands sont maintenant sur la problématique, démarrée par BMW, d'avoir la clé de la voiture sécurisée dans le téléphone. Donc, pour l'instant, BMW est un partenaire d'Apple et ils sont vraiment les premiers et les seuls là-dessus, mais il commence à y avoir d'autres constructeurs qui arrivent aussi en disant « mais nous aussi, on va incorporer la clé, donc pourquoi pas Porsche, hein ?» Et là, pour Porsche, le fait de dire j'ai une clé électronique et elle est sur un téléphone Apple, pour eux c'est important. Pour Apple, c'est un constructeur de plus qui adhère à son standard. Mais pour Porsche, ça peut être quelque chose qui justifie qu'on en parle dans une conférence de presse, sans aller jusqu'à une voiture entière. François, comment est-ce que toi tu as réagi quand tu as entendu parler de ces discussions en coulisses entre Porsche et Apple ? Je t'avoue que c'est pas très très surprenant. Je pense que aujourd'hui Apple a tellement de retard par rapport aux autres marques, aux autres constructeurs. Alors évidemment, je vais citer Tesla. Je pense que c'est important qu'ils puissent s'appuyer sur un industriel qui a déjà bonne réputation et qui a beaucoup d'expérience. Porsche, c'est pas une marque qui vient juste de sortir, hein. Ça commence à dater d'un gros paquet d'années. Donc ça me paraît plutôt cohérent qu'Apple puisse se reposer sur une marque connu. Alors à voir comment sera géré le partenariat, ça, et si partenariat il y a, parce que voilà, on sait pas encore vraiment exactement ce que ça va être. Toi, tu penses Apple Car ? Pourquoi pas ? Sony a bien signé un partenariat avec une marque il y a pas très longtemps, je crois. Donc après tout, pourquoi est-ce que Apple ne s'y mettrait pas aussi ? Voilà. Mais honnêtement, je serais pas surpris qu'il y ait un partenariat sur l'Apple Car en elle-même. Gilles, est-ce que tu as été étonné que Porsche révèle l'existence de discussions avec Apple, même s'ils n'ont absolument pas dit sur quoi ça portait ? Ça fait toujours bien de se prévaloir d'une coopération avec Apple. Ça vous pose un peu... Mais une fois qu'elle est officielle du côté d'Apple, en général, c'est plutôt mal vu qu'on en parle avant qu'il se passe quoi que ce soit. On peut dire qu'on est en discussion, ça n'engage rien, mais je suis tout à fait de l'avis d'Alex. Cette histoire de Porsche, c'était une porte ouverte. Mais il y a des choses à avancer. Ce que dit Élie également, est dans l'interface, hein, des choses avancées. Mais ce que dit Élie par rapport à l'ouverture la condamnation des portes, etc. C'est typiquement quelque chose qu'on pourrait attribuer, une fonction qu'on pourrait attribuer à la bague dont on parle régulièrement. La bague connectée, tu veux dire ? La bague connectée, oui. Qui ferait une bague ? Apple ? Apple, il y a une rumeur récurrente d'une bague Apple pour... qui serait dévolu un certain nombre de fonctions qui ne seraient pas sur
sur l'Apple Watch, qui ne serait pas sur l'iPhone, qu'on n'aurait pas à attraper. Typiquement, qui serait aussi sur la bague, c'est ça que tu veux dire, parce que... Sur la bague, voilà. Ouais. Et qui évite de sortir. Élise voit pas trop avec une bague Apple, j'ai l'impression. Non, c'est pas ça. Honnêtement, je comprends ce que veut dire Gilles, mais moi, ce que j'avais entendu sur cette bague Apple, effectivement, ils travaillent dessus. Ça serait plus pour l'utiliser avec la réalité virtuelle et peut-être augmentée, parce que les casques actuels, vous savez, il faut des sortes de gants qu'on met autour du poignet et qui sont pas du tout esthétiques. Donc, si Apple, avec ses gyroscopes et sa technologie, arrivait d'un côté dans une main avec l'Apple Watch et de l'autre côté avec, parce qu'il en faut deux, avec une bague à spatialiser les mouvements, c'est là-dessus que j'ai entendu des choses intéressantes. Il en faut 10, il n'y a pas la préhension fine à ce moment-là. On peut demander à des non, pas sûr qu'il en faille 10. C'est plus une bague, bague, c'est pour les rappeurs. C'est la main de Joey Star, c'est plus une bague. Non, mais les gants sont censés pouvoir émuler une préhension fine polydactyle. Donc, s'il y a une bague pour tout faire, ça me paraît autant mettre des moufles, quoi. Fabrice Neumann, ton sentiment sur cette micro-annonce de Porsche, est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu as fait un lien avec l'Apple Car ou est-ce que tu t'es dit que ça ne pouvait concerner qu'autre chose? Ouais, moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que voiture Apple, en tout cas Apple qui travaille dans le domaine de la voiture, du coup, ça implique de multiples constructeurs. Moi, ça m'a fait penser à autre chose, de la même façon qu'il y a la version Nike des Watch, des Apple Watch. Je me demande s'il pourrait pas y avoir pour certaines voitures des versions Apple de certaines voitures, et que ce serait un partenariat à l'envers. Où justement certains modèles offriraient des fonctions basées sur CarPlay+, qui seraient réservées ou en tout cas proposées aux gens qui sont dans un environnement Apple et qui voudraient pouvoir manipuler leur voiture plus précisément, de meilleure manière avec leurs appareils Apple. Ah, c'est intéressant, et du Alex. coup, ça implique Porsche, ça implique tout le monde finalement qui pourrait offrir ce genre de voiture. Alexandre, est-ce que c'est une éventualité, ça, qui te semble possible? Au même titre qu'on peut faire entrer dans l'écosystème Apple et iCloud certains appareils Amazon, par exemple, on pourrait très bien effectivement imaginer que une voiture devienne un device qui puisse se connecter à son compte iCloud et à partir de là, utiliser l'écosystème Apple pour différentes choses. Ça peut être aussi bien pour retransférer des profils utilisateurs d'une voiture à l'autre, d'une ancienne voiture à une nouvelle, ce genre de choses, ou simplement se connecter à son compte Apple Music, ce que Porsche permet d'ailleurs déjà de faire comme Mercedes, soit dit en passant, sans recourir à un iPhone, uniquement avec une connectivité 4G. Oui, c'est une piste qui n'est pas inintéressante, en effet. Ouais. À condition qu'il n'y ait pas de panne chez Apple, comme ça, sinon on ne pourra plus conduire. Oui, on va en reparler d'ailleurs. Une BM ou une Porsche avec Apple Inside, j'y crois pas une seconde. C'est aux antipodes de l'image que la marque a d'elle-même. Il ne supporte déjà pas être en présence de concurrents dans sur un même salon ou sur un même dossier. Là, être mis au second rang et au simple rang de faire valoir, j'imagine pas ça une seule seconde, quoi. Alex, ton sentiment sur, on va dire, l'éventualité qu'une Apple Car sorte un jour, avant cet épisode Porsche, quel était-il? Est-ce que tu avais le sentiment que le projet était en train de s'effriter, voire tomber dans les oubliettes, ou au contraire que ça restait une possibilité? Non, je pense que ça reste une possibilité dans le sens où je l'ai expliqué tout à l'heure, ou je l'ai dit tout à l'heure, savoir si c'est une voiture ou simplement des technologies, ça j'en sais rien, mais pour moi c'est pas du tout oublié. En fait, ça ressort régulièrement chaque fois que un constructeur, une indiscrétion, un analyste, etc. fait son petit commentaire sur la question, mais je pense pas que le simple fait de pas en parler pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois fait que Apple a laissé tomber ce projet.
encore une fois, hein, des voitures équipées de technologies autonomes et immatriculées chez Apple circulent tous les jours de l'année en Californie. Donc ça veut bien dire qu'il y a des recherches qui sont faites sur ces technologies-là. Voilà. Ouais. Où elles aboutiront, ça je suis bien incapable de le dire, et je pense que à part les quelques personnes qui travaillent sur ce projet, chez Apple, personne ne sait le dire non plus. Alors, je pensais pas tellement aux jours ou aux semaines pendant lesquelles on en parle moins, mais je pensais surtout au départ dans l'équipe Titan que tu évoquais tout à l'heure. Ouais. Il y a quand même, on en est à 7 ou 8 là, grosses pointures qui sont parties, surtout depuis le début de l'année. Et pas mal de gens y voient un signe que, en tout cas, le projet tel qu'il était peut-être au départ, et il a peut-être évolué, n'est plus exactement ce qu'il est aujourd'hui, s'il existe encore. Alors, ouais, ça tu as raison de souligner qu'il y a beaucoup de turnover sur ce projet, en tout cas de ce qu'on en sait, hein, des choses publiques qui ressortent, mais c'est un peu le cas depuis plusieurs années. Alors, est-ce que le projet est réorienté régulièrement? Est-ce qu'il prend des nouvelles dimensions régulièrement qui font que une personne impliquée dans le projet avec certaines compétences soit amenée à en sortir et d'autres à arriver? Là, c'est pareil, hein, je suis bien incapable de le dire, mais ce que tu dis sur ces dernières semaines, ces derniers mois, est vrai, je ne vais pas dire depuis l'origine du projet, qui est 2014, si je dis pas de bêtises, je n'ai plus la date exacte en tête. Voilà, il y a un turnover régulier sur ce projet, en tout cas, tel qu'on le sait, tel que ça fuite, typiquement même sur des réseaux sociaux type LinkedIn. Hein. Ouais. Ellie ? En fait, pour résumer un peu ce que ont dit tous mes camarades, depuis le début, hein, depuis qu'on parle de l'Apple Car, moi j'ai toujours dit que Apple ferait certainement quelque chose dans le domaine de l'automobile, mais que moi je voyais ça plutôt comme des technologies, parce que si Apple sortait une voiture, je ne parle pas d'une navette autonome, un petit truc à côté juste pour valider la technologie, mais si Apple sortait une voiture, il serait en concurrence avec le monde entier, Tesla, Porsche, Mercedes, Hyundai et tous les autres, hein, alors qu'Apple aujourd'hui vend CarPlay à 90%, donc pratiquement tous les constructeurs automobiles, sauf Tesla, on en a déjà parlé, sa technologie CarPlay. Alors pourquoi se mettre comme un concurrent de plus avec une capacité de production limitée, hein, parce que si Apple sortait une voiture au début, ils ne vont pas en sortir des millions, hein, et puis ils ne vont pas sortir une voiture bon marché. Alors que s'ils ont un système de conduite autonome qu'ils valident tous les jours sur les routes et qui est supérieur à ce qui se fait aujourd'hui, parce que tout le monde travaille dessus, hein. Google a essayé, il y a eu des tas d'autres projets, mais pour l'instant, personne n'a une validation d'un système niveau 3 et encore moins niveau 4 ou 5, hein, c'est-à-dire vraiment autonome. Si Apple avait un avantage et en plus l'interface utilisateur, il pourrait très bien proposer ça à l'ensemble des constructeurs. Et alors là, oui, là, ça les mettrait vraiment au-dessus de tout le monde et au niveau globalisé. Donc, en ce sens, j'y crois. C'est ta théorie depuis le début, hein, quasiment. Absolument. Ouais, alors si j'ai juste un petit doute sur et peut-être Alex, je pense que tu sauras mieux le dire que moi, mais il me semble que développer un système de conduite autonome, il faut aussi le faire de manière très proche de la mécanique de l'automobile, et donc on va pas pouvoir proposer un système, tiens, tu mets ça dans ta Renault 5 ou dans ta BMW machin. Alors oui et non, c'est-à-dire que le véhicule électrique facilite beaucoup les choses aujourd'hui. Grosso modo, un système autonome, il va reposer sur la capacité à capter l'environnement. Ce qu'Apple apprend à faire même avec un iPhone, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, etc. Donc ça, il y a des capteurs autour de la voiture pour ça, des radars, des lidars, des capteurs à ultrasons, des caméras infrarouges, tout ce qu'on veut, etc., qui alimentent une intelligence qui va ensuite l'interpréter pour dire là on peut aller tout droit, là attention, là il faut tourner, enfin voilà. Et tout ça est connecté à la navigation, au positionnement GPS, etc. Donc le véhicule électrique facilite ça parce qu'en gros, il faut juste c'est pas, je schématise et j'exagère beaucoup en disant ça, mais il suffit de dire on-off, on avance ou on freine, mais il n'y a pas de vitesse à passer, tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus facile que
d'installer ça sur un véhicule électrique que sur un véhicule thermique, même avec une transmission automatique, où il y a des besoins supplémentaires, il y a des choses à gérer plus compliquées. Donc le véhicule électrique facilite ça. Et Apple pourrait effectivement très bien devenir équipementier. Google le fait. On commence à rentrer dans les voitures, je l'ai dit tout à l'heure pendant le sommaire, chez Volvo, chez Renault, chez d'autres. Donc ça veut dire qu'il y a une porte qui est ouverte chez les constructeurs. Ça n'existait pas il y a encore quelques années. Il était hors de question pour beaucoup d'entre eux d'ouvrir leurs données, parce que c'est aussi ça dont on parle, c'est le marché de la data. Et on comprend pourquoi Google est là. Dans une voiture, imaginez simplement, tout est une donnée. Vous mettez les essuie-glaces, c'est une donnée météo, par exemple, typiquement. Donc ça peut alimenter des tas de choses, aussi bien pour être commercialisé ou pour informer les autres utilisateurs de ce qui se passe. Et donc voilà, il y a un vrai intérêt à le faire. Apple a une légitimité dans le traitement des données sécurisées, fiabilisées, qui peut être intéressante pour certains constructeurs, qui peuvent se dire, moi j'ai pas envie que mes données aillent chez Google, même si elles m'appartiennent, peut-être que mes utilisateurs préféraient qu'elles aillent dans un écosystème fermé où a priori elles restent, et Apple n'a pas besoin de savoir que j'allume mes essuie-glaces, là où Google aurait intérêt à le savoir, tu vois. Oui, et puis pour compléter ça, Apple a une carte à jouer majeure qui est son interface utilisateur. C'est-à-dire que les systèmes que j'ai pu voir, je les ai pas tous vus, mais j'en ai vu quand même beaucoup. Certains peuvent marcher plus ou moins bien, mais pour l'instant, c'est pas très joli. Il n'y a pas, en fait, disons que c'est quelque chose qui fonctionne, mais le conducteur s'en aperçoit pas. Il n'y a pas de visualisation réellement à la portée de tout le monde. C'est moche, c'est peut-être efficace, mais moche. Donc Apple, là-dedans, peut amener une façon de présenter l'environnement, puisque même un conducteur qui surveillera la voiture discrètement va vouloir voir ce qui se passe autour de lui. Donc le but, c'est pas de lui envoyer 8 feeds de caméras en même temps avec des alertes, etc. Sinon, ils vont criser. Il faut que ça soit dans un environnement sécurisé, calme, facile à utiliser, parce que sinon les gens ne l'utiliseront pas sur leur voiture. Et donc là-dessus, Apple a une carte à jouer. Il y a la faisabilité aussi. L'humilité n'est pas la vertu cardinale chez Apple. Et jusqu'à présent, j'aime bien parler par euphémisme comme ça, et je les vois mal réussir pour un projet aussi important, ce qu'ils ont toujours foiré, passez-moi l'expression, jusqu'à présent. Rappelez-vous du Razer avec Motorola, qui était le précurseur de premier essai. Ça remonte loin, de faire l'iPhone, tout ça. C'était le Rocker d'ailleurs, si je peux me permettre. Le Rocker, pardon. Ouais. Très bien, merci Alex. Faudrait que tu reviennes plus souvent pour nous corriger. Ils n'ont jamais su mener à bien un partenariat. Il faut absolument qu'ils aient la maîtrise de bout en bout. Donc, je veux bien. Et puis, s'ils font quelque chose sur un secteur nouveau, totalement inventé, ils reprendront la planche à dessin de bout en bout. Ils repartiront sur une page blanche avec, mettons pas un ou deux moteurs, mais un dans chaque roue, quelque chose auquel les autres n'ont pas pensé. Même Tesla qui, comment dire, jusqu'à présent, la voiture électrique, tu me corrigeras, Alex, si je dis une bêtise, mais ça n'est jamais qu'une voiture thermique auquel on a enlevé le moteur thermique, on a mis des batteries sur le plancher pour la stabiliser, et puis on a mis un ou deux moteurs électriques pour la propulser. Il n'y a pas vraiment de changement radical. Si tu veux me faire dire que l'objet voiture en lui-même est resté l'objet voiture d'avant, sans entrer dans les détails, oui. Après, les véhicules électriques apportent de nouvelles possibilités que ne permettait pas le thermique, mais ça, c'est autre chose. Mais globalement, la fonction est restée la même. La voiture, elle est faite pour t'emmener d'un point A à un point B, avec plus ou moins de facilité ou de contrainte. Voilà, c'est juste, il y a des écosystèmes qui se créent autour de ça aujourd'hui, donc elle a apporté des nouvelles choses.
Mais oui, sa fonction n'a pas fondamentalement changé, on est d'accord. Bon, je peux poser 2 questions à partir de ce que vous venez de dire. Est-ce qu'Apple veut réinventer la voiture ? Est-ce qu'Apple peut réinventer la voiture ? À suivre, mes amis. Juste puisqu'on parlait des départs chez Apple, le dernier en date, il date de quelques heures. Hein, on en parlait dans i5. Alors, elle ne travaillait pas sur le projet Titan, mais elle était chez Apple et elle part chez Ford, comme Doug Field, qui lui travaillait et qui même dirigeait le projet Apple Car. C'est Jennifer Waldo qui va donc devenir la super DRH de Ford et qui quitte donc Apple. Merci Alex pour tes éclairages. Merci à toi de m'avoir invité, avec plaisir. Cette expertise premium. On se retrouve dans un instant avec Pommes. On revient sur 3 news de la semaine. Pommes, on revient sur 3 infos de cette semaine et on commence par ces 2 pannes en 48 heures à peine chez Apple. Alors c'était pas des petiotes, hein, comme on dit, surtout la première. La première c'était lundi, elle a duré 3 heures et tous les grands services en ligne ont été affectés, comme Apple Music, Apple TV+, l'App Store, mais aussi le réseau informatique interne chez Apple, dans les bureaux et jusqu'aux Apple Store physiques, puisqu'on les a vus ressortir les papiers et les crayons. Et c'est une panne comme on en avait, de mémoire, pas vu souvent ou même peut-être jamais vu chez Apple. Je me tourne vers les mémoires vivantes de la marque à la pomme. Ellie, Gilles. À ma connaissance, pas aussi grosse que ça. C'est la première qui est aussi importante. Gilles. Pareil, code pareil. Ouais. On n'a pas d'explication à l'heure où on se parle. Par MobileMe. Moi, ça me rappelle MobileMe. Vous vous rappelez MobileMe qui a jamais marché? Ouais, MobileMe, ça a duré longtemps quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais ça n'a pas touché le système informatique interne, ça n'a pas paralysé Non, les c'est ventes dans les Apple Store. Non, ça, c'est vraiment du jamais vu. Non, on n'a pas d'explication. Évidemment, on parle de cyberattaque, mais Apple n'a pas confirmé ni infirmé. Ils n'en parlent pas du tout. Hein. Après, mauvaise langue pourrait se dire que ce n'est pas parce que Tim Cook est PDG d'Apple et qu'il a un code super utilisateur qui doit faire n'importe quoi dans les systèmes. Donc, des choses comme ça. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Ouais. Vous avez tous pensé au conflit en Ukraine ou vous pensez que c'est une panne informatique J'ai très mauvais esprit aussi. Oui, on a pensé au conflit. C'est difficile. Ouais, on y pense, mais on n'a aucune confirmation de rien quand même. Non. Parce que on n'aura pas. Non, je pense pas. Ça fait partie de la sécurité aussi de ne pas raconter ce qui se passe. Bien sûr. Exactement. Ouais. Mais à mon avis, on n'a pas fini d'en voir des cyberattaques comme ça. Je vous rappelle qu'en France, on a des petites élections bientôt. Et je serais pas surpris que dans les jours qui viennent, on ait ce genre de trucs qui se répètent et voilà. Ce serait pas très surprenant. Alors, la deuxième panne, c'était mardi soir à partir de 22h environ heure française. Bon, elle a duré 2 heures. Au bout d'1 heure et demie, ça a commencé un petit peu à repartir. Elle a été moins impactante que la première. Apple Music est quand même tombé, ainsi que les App Store Mac et iOS. L'appli météo marchait plus, les web apps iCloud non plus, le Game Center, Apple Card pour ceux qui l'utilisent aux US. Bon, c'était fait quand même pas mal, hein. Ouais, moi, le Game Center, il m'a manqué. Hein. Quand la panne, je me suis dit, ah mince, je peux pas aller sur le Game Center. À propos d'Apple Card, vous avez sans doute vu qu'il est question qu'elle arrive bientôt en Grande-Bretagne. Oui, c'est logique. Ils ont racheté une start-up en Grande-Bretagne, effectivement. Donc ça sent la probable arrivée imminente de ce service sur le continent européen, je pense. Voilà. Et à l'international, comme Apple l'avait dit d'ailleurs au moment du lancement, c'était pas une carte destinée à rester sur le territoire cantonnée américaine. Aux Américains. Bon, c'était vraiment une parenthèse. On passe à la deuxième news. Elle te concerne beaucoup plus, François. Même si, effectivement, pour Game Center, tu étais affligé. C'est le nouveau report de Matter, le futur standard domotique compatible avec HomeKit d'Apple. On a appris que l'alliance qui gère donc Matter
reporte sa sortie à l'automne prochain, autrement dit dans un peu plus de 6 mois. Et c'est pas le premier report. Hein. Non, c'est déjà au moins le deuxième. C'est assez décevant, je trouve, et on se faisait la réflexion hors antenne. Je vous disais que voilà, pour ma maison connectée, je trouve qu'en ce moment je sèche un peu, il n'y a pas grand chose, et je pense que c'est aussi lié à ça. À mon avis, il y a pas mal de constructeurs qui attendent la sortie de cette norme pour sortir toute une palanquée de nouveaux produits, et à mon avis, ça risque de retarder un peu tout ça. Et du côté d'HomeKit, il n'y a pas grande nouveauté non plus, donc je pense que ça explique pourquoi. Ouais. Mais c'est assez décevant, parce que un premier report, ok, un deuxième, ça commence à faire beaucoup, quoi. Élie, toi qui t'intéresses aussi beaucoup à ce sujet. Écoute, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le phénomène du comité. Dès qu'on a un standard et qu'on commence à mettre plusieurs sociétés, des grandes sociétés entre elles, ça ralentit tout. C'est comme un système de fonctionnariat. Alors, personne n'est d'accord sur le standard. Dès que ça passe dans une commission, c'est la mort. Quand il y avait 2-3 sociétés qui s'entendaient entre elles et que c'était des petites sociétés, Yves d'un côté, les gens qui font... j'ai oublié le standard domotique, le standard de communication. Thread, c'était Yves, donc ça c'était facile. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec les gens de Yves. Eux ont annoncé qu'ils sortaient encore des nouveaux produits sous Matter. Donc eux, ils continuent, mais c'est basé sur l'utilisation de Matter telle qu'elle est faite aujourd'hui. Donc ça ne les empêche pas d'étoffer leur gamme en attendant, et ils adapteront les nouvelles normes quand elles seront décidées. Mais ça peut prendre, là il parle de l'automne, ça peut même être reporté, parce que comment mettre d'accord différents standards entre eux? Quel est le minimum dénominateur commun? Comment va se passer l'interopérabilité? Ça peut prendre... là, Matter, normalement, il y a 50 marques qui veulent être dans le comité, plus d'une centaine de produits. Même beaucoup plus d'une centaine de produits. Donc, 130 à la sortie cet automne. Et oui. Et plusieurs types de communication qui doivent être interopérants par rapport aux produits, puisqu'il y en a qui font du Zigbee, il y en a qui font du N-Océan, il y en a qui font je me rappelle même plus le troisième, mais voilà, donc il faut que tout ça communique harmonieusement. Fabrice ? Donc, ça peut prendre du temps. Je rebondis sur ce que dit Élie, parce que justement, donc il y a le phénomène de commission, il a raison, mais l'enjeu est énorme, parce que justement il faut que ça marche. Sinon, la domotique tombe en fait. La domotique reste quelque chose d'assez peu utilisé, parce que c'est compliqué. Alors déjà parce que c'est de l'informatique, donc c'est un peu compliqué pour beaucoup de gens, et aussi parce que ça ne marche pas aussi simplement qu'une prise électrique dont on connaît le standard, qui fonctionne au moins dans tout le pays, dans plusieurs pays d'Europe qui ont les mêmes. Et tant qu'on n'a pas ça, c'est beaucoup trop compliqué. On est obligé aujourd'hui, si on achète une prise connectée, elle va fonctionner avec quoi, etc. Dès qu'on commence à donner ce genre on fait 2 phrases comme ça, on a perdu 90% des gens et du marché potentiel. Donc l'enjeu est absolument phénoménal. Donc je suis pas étonné que ça prenne plus de temps. Après, moi je croise les doigts pour que malgré la taille du comité, ils arrivent quand même à se mettre d'accord, même sur quelque chose de minimum, pour qu'on avance enfin, parce que finalement ça fait des années que ça dure. Moi j'ai fait un guide sur les objets connectés il y a 5 ans, et j'ai pas l'impression qu'on ait progressé tellement. Hein. C'est ce qu'on disait sur Ice5. Ce genre de comité-là ne marche que s'il y a quelqu'un qui prend les choses en main. C'est ce qui s'était passé avec le Wi-Fi à la fin des années 90, quand Apple avait pris les choses en main de ce côté-là et avait pris un peu le pilotage et mettait un peu d'ordre et testait de son côté les brouillons, etc. Et les autres suivaient. Si tout le monde veut tirer plus ou moins la couverture à soi et intégrer davantage les fonctions qui sont les siennes, comment dire, ce qui n'est pas exclu, c'est que le projet finisse par capoter à force de ne pas avoir eu d'entente sur le fond. Et à ce moment-là, ça serait le plus gros qui gagnerait, comme pour le standard de la cachette VHS, faute d'avoir pu s'entendre comme pour
la cassette audio ou plus tard le CD. Bon, le report à cet automne, il va en tout cas permettre une 9e batterie de tests qui n'était pas prévue au départ, qui est programmée donc dans le courant du printemps, avant un dernier check avant la sortie. Et effectivement, on parle de plus de 130 produits qui sont annoncés pour la fin de l'année. Donc, François, là c'est calme, mais je pense que tu vas avoir une fin 2022 hyper passionnante et active. Donc on s'en réjouit d'avance. Et puis la 3e news de cette semaine, alors en fait c'est une astuce, effectivement, que j'avais vu passer, que tu as relevé aussi, Ellie. Astuce dans Notes sous iOS 15.4 qui est super pratique. De quoi il s'agit ? En fait, on connaît tous la fonction de live text qu'il y a dans 15.4. Et dans Notes, quand vous voulez, donc au lieu de recopier des choses, vous appuyez sur la petite icône appareil photo et là vous voyez scanner du texte. Vous cliquez dessus, votre texte apparaît en bas et si vous êtes d'accord, vous faites copier et il va immédiatement se mettre dans vos notes et vous pouvez à ce moment-là l'éditer. C'est aussi simple que ça. Il fallait juste penser, quand vous êtes dans Notes, à appuyer sur l'appareil photo et c'est pas pour prendre une photo, c'est pour scanner du texte. Et voilà, tout simplement. Bon, merci beaucoup mes amis pour ce petit supplément de news dans A-Week. On se retrouve dans un instant. Avec les mises à jour de la semaine, il n'y a pas grand-chose, mais on va quand même en parler. Les mises à jour de la semaine, on parlait tout à l'heure avec toi, Ellie, de cette mise à jour qui corrige la piètre qualité de la webcam du Studio Display. Alors, juste, j'ai une question à te poser. Cette mise à jour, elle est numérotée combien ? Parce que la 15.4, c'est la version qu'on a ? Oui, mais ils l'ont appelée 15.4. Ah d'accord. Donc le Studio Display a été livré avec quelle version d'iOS ? Ah ça je 12. sais pas. Ah si, en 15.3, pardon, 15.3. Si. Ah, il était livré en 15.3. Oui. Merci Fabrice. D'accord, donc c'est bien la mise à jour 15.4 qui a corrigé le problème de la webcam. C'est clair maintenant. Alors, puisqu'on parle de cette mise à jour 15.4, certains utilisateurs ont cru qu'elle vidait plus vite la batterie de leur iPhone. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la réponse d'Apple, qui est quand même assez hallucinante. Plutôt que d'apporter une véritable réponse quantifiée, Apple leur dit « Attendez 2 jours et ça ira mieux ». Oui, mais parce que c'est souvent le cas, cela dit. Mais oui, mais attends, c'est un sujet sérieux, mais explique-nous pourquoi, Fabrice. Parce que à chaque mise à jour un peu majeure, ce qui est le cas du 15.4, l'iPhone ou l'iPad ou même le Mac a besoin de faire une réindexation globale, par exemple des photos. L'application photo recommence quasiment du début, je schématise encore un peu. Donc il y a plein de tâches à réaliser en tâches de fond pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, en fonction de l'utilisation que vous avez de votre appareil. Et il faut refaire tout ça, et ça bouffe la batterie. Et donc, on ne peut tester l'autonomie d'un iPhone, notamment après une mise à jour, qu'après 2 ou 3 jours, véritablement, pour s'assurer de si ça fonctionne bien ou pas. Donc, oui, la réponse d'Apple est un peu courte, j'en conviens, mais elle est vraie. En fait, Apple Support sur Twitter a répondu ceci. « It's normal for your apps and features to need to adjust up to 48 hours after an update. » Voilà. C'est donc exactement ce que tu viens de nous dire. La réponse. Mais la réponse est précisé qu'il y avait l'emoji fuck à la fin, non? C'est pas non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Non, mais la réponse est assez étonnante. Et en fait, la solution est juste dans le fait d'attendre effectivement 48 heures. Oui. Ça manque beaucoup d'accompagnement parce que nous, on va le savoir, mais les vrais gens, ils savent pas quand même. Donc, ils se rendent pas compte que c'est les vrais gens, bien sûr. Les vrais gens. Oui, c'est une expression de Guillaume Jette. Il est copyrighté. C'est vrai. Elle est copyrightée, mince. Et puis, puisqu'on parle mise à jour, alors cette fois, il ne s'agit pas de mise à jour Apple, mais d'un logiciel et d'une app que vous utilisez certainement, c'est VLC, le lecteur audio-vidéo. La version 3.3.0 est dispo et
Et elle ajoute le support du spatial audio avec des AirPods Pro ou des AirPods Max. On le disait dans i5 avec Fabrice, personne mentionne les AirPods 3, mais a priori ils doivent être concernés aussi par le spatial audio, j'imagine. En revanche, Ellie, on se posait la question avec Fabrice, des contenus, qu'est-ce qu'on peut trouver comme contenu spatial audio à lire dans VLC? Des films qui sont en Dolby Atmos, par exemple. Ça va marcher. Donc, des films que vous achetez sur le store, le Movie Store Apple, par exemple, vont marcher. Si vous avez... attends, excuse-moi, Elie, mais ceux-là, on va pas pouvoir les lire dans un VLC. Dans VLC. Pardon, dans VLC, pourquoi? Pour des problèmes de copyright? Pour des problèmes de protection, de diffusion, de anticopie. Donc, ils ne passeront pas dans VLC. Tu as raison. J'ai essayé d'être corporate parce que ce qui me venait à l'esprit, c'est tous les films justement en Atmos ou autre qu'on a téléchargés de façon plus ou moins légale et qui se trouvent sur votre NAS et qui fonctionnent très bien avec sur VLC. Le Plex du copain. J'ai rien entendu. Je n'ai rien dit. Non, mais c'est une façon de on n'encourage pas. Des copies numériques dans les DVD que vous achetez. On va dire ça. Et puis sinon, il y a des merveilleux trailers gratuits disponibles dans certains sites qui vous permettent de tester justement le Dolby Atmos et autres. C'est généralement des bandes annonces et des petits films de démo. Et ça permet de se rendre compte si ça marche et ça fonctionne parfaitement avec VLC. Donc, je vous dirai ça, j'en ai quelques-uns. Donc, je vais tester ça puisque je l'ai téléchargé depuis qu'on a vu la mise à jour. Et je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir dans ma bibliothèque, mais je vous dirai si ça marche. Ok. Merci, Elie. Bon, c'était une toute petite séquence mise à jour, mais importante quand même. Allez, on passe aux rumeurs de la semaine. Les rumeurs de la semaine, et on commence par une rumeur qui est arrivée alors qu'on démarrait l'enregistrement de ce numéro d'iWeek. Fabrice, c'est toi qui l'as vu, un MacBook Air 15 pouces pour 2023. Alors, c'est pas la première fois qu'on entend parler d'un MacBook Air avec un écran un peu plus grand, puisque celui actuel a un écran de 13 pouces. Je pense qu'on est encore beaucoup plutôt dans le domaine du souhait, de l'ardent souhait de certains utilisateurs qui aimeraient bien avoir un ordinateur fin avec un écran un peu plus grand. J'avoue que moi j'ai un peu de mal à y croire parce que le côté 15 pouces, donc l'écran 15 pouces a été abandonné par Apple au profit du 16 avec les MacBook Pro. Est-ce qu'il reviendrait sur un 15 pouces? Bon, je sais pas trop. Peut-être ce sera un moyen de différencier la gamme. En tout cas, voilà, de nouveau, on en reparle un peu et j'imagine qu'il serait donc du coup équipé d'un processeur M2 comme on en attend pour les prochains MacBook Air. La source est importante. C'est le fameux Ross Young, l'analyste spécialiste des écrans, qui avance l'hypothèse d'un MacBook Air 15 pouces en 2023. Oui, mais n'oubliez pas qu'on a aussi parlé d'un iPad Pro 15 pouces, d'une tablette 15 pouces. Donc, pour 2023 ou 2024. Donc, et on s'est dit que pourquoi pas, mais parce qu'il y a certains qui rêveraient d'avoir une tablette encore plus grande. Ouais. Ça serait super pour lire des BD. Les tables de démo ne seront plus assez grandes. Hein. C'est vrai. Alors, il parle aussi d'un MacBook Pro 15 pouces l'an prochain. Quel intérêt? On a un 14 et un 16? Bah oui, je me demande. Bon, on parle des rumeurs, donc on parle de toutes les rumeurs. Celle-ci est peut-être pas forcément la plus inspirée, on va dire. Ça veut dire que tu te retrouvais avec une gamme de 6 ordinateurs portables. MacBook Air 13 pouces, MacBook Air 15 pouces, MacBook Pro 13 pouces, MacBook Pro 15 pouces, MacBook Pro 14 pouces, MacBook Pro 16 pouces. C'est ça. Eh oui. Bon. Steve, reviens. Du côté des iPhones, alors iPhone 14, on nous a parlé il n'y a pas si longtemps de capteurs photo qu'on verrait quasiment plus dépasser, si ce n'est plus du tout. Et là, Ellie, les nouveaux schémas disent le contraire. Ah oui, les schémas qu'on a vus, s'ils sont vrais, c'est juste une catastrophe parce que l'iPhone 14 aurait des capteurs qui dépasseraient beaucoup plus que ceux de l'iPhone 13 qui sont
déjà, enfin 13 et 13 Pro, qui sont déjà quand même pas mal dépassants, on va dire. Hein, je le regarde. S'ils font plus que ça, le téléphone, il va lui falloir une béquille pour le tenir horizontalement. Hein, ça va être mais je trouve pas que sur les rendus, il dépasse plus, mais il dépasse autant en tout cas, ça c'est sûr. Non, il dépasse un peu plus. Tu trouves? Oui, ben. Alors, il dépasse autant, voire plus, mais surtout, ou peut-être aussi, l'iPhone est plus épais. Oui, absolument. Et ce qu'on disait dans i5, c'est que... C'est n'importe quoi. C'est pas impossible s'ils veulent mettre une grosse batterie, s'ils veulent mettre un capteur de 54 mégapixels, etc. Mais ça voudrait dire que c'est vraiment, si cet iPhone sort comme ça, c'est la fin du design Johnny Ive, quoi. C'est vraiment le nouvel Apple du 14 et 16 pouces. C'est, on vous met des grosses, bonnes machines puissantes, pas forcément légères et pas forcément super jolies. Et autant pour un portable, bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, ça se discute. Autant sur un téléphone, le côté esthétique, il est super important. Ouais. Un iPhone plus épais, vous y croyez, Gilles? Non. Honnêtement, non. À moins que ce soit pour mettre vraiment une batterie qui rajoute 12 heures ou 6 heures d'autonomie, quelque chose qui enfonce vraiment la concurrence. Il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui justifie ce retour en arrière. Même la concurrence continue à se prévaloir d'une finesse, d'une esthétique, etc. Donc, pourquoi pas aller à contre-courant? On peut prendre les gens à contre-pied, mais ça ne peut pas être de façon gratuite, par laisser aller. Fabrice? Juste pour rappeler que l'iPhone 13 est déjà un peu plus épais que l'iPhone 12. Donc le revirement et la fin de l'ère Johnny Ive a déjà commencé. Quand même, d'un certain point de vue, heureusement, parce qu'ils sont allés un peu trop loin aussi. Hein. Donc un peu plus épais qu'avant, ça ne les rend pas non plus immenses. Les MacBook Pro 14 et 16 sont donc effectivement, je pense que tu fais référence à ça, un peu plus épais que les MacBook Pro précédents, ce qui leur permet d'avoir notamment, en tout cas c'est concomitant, une batterie plus facile à changer. Donc c'est tous ces efforts-là qui sont faits, et c'est un petit revirement de la part d'Apple qui est quand même assez bienvenu. Alors est-ce que le 14 sera encore plus épais que le 13 ? C'est un petit peu difficile à imaginer, effectivement, mais en même temps, on ne peut pas non plus aller contre l'optique. Il n'y a rien à faire pour avoir de meilleurs objectifs photo, notamment. Il faut de l'espace. Alors, je ne vois pas trop comment on peut faire. Hein. C'est pas forcément vrai. On en reparlera. Mais du coup, est-ce que c'est une façon de nous préparer au futur iPhone pliable? Parce qu'à force de les faire de plus en plus gros, quand on va avoir un pliable, alors on va se dire « Oh putain, il est mince celui-là !» Peut-être. C'est un complot. En tout cas, il y a une rumeur dont on reparle pour l'iPhone 15, c'est Face ID sous l'écran. Et là, avec une précision, c'est que Samsung travaillerait avec Apple sur la techno qui sera d'abord embarquée dans des produits Samsung d'ailleurs. Oui. Et oui. Ça veut dire la fin de l'encoche avec l'iPhone 15 ? Peut-être les modèles Pro. Il y a des capteurs quand même à caser, de type détection du visage près de l'écran pour éteindre l'écran de manière à économiser la batterie pendant une conversation. Il y a un micro ou un haut-parleur au moins à ce niveau-là. Il y a d'autres points de rupture à l'intérieur de l'écran, autre que le capteur Face ID. Et puis il y a la caméra. Oui, mais la caméra, il y aurait quand même un trou. Hein. Oui, il y aurait quand même un trou. Mais ce qu'on disait dans i5, c'est que c'est possible, mais de l'autre côté, déjà qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'il y aura dans le 14, le 15, c'est vraiment de la science-fiction, là. Très juste, Ellie, très juste. C'est pour ça qu'on est là. Exactement.
Bon, allez, on se retrouve dans 3 secondes avec le tuto audio. Je vais vous expliquer comment basculer en mode recovery sur votre Mac Apple Silicon si vous en avez besoin. Ça peut toujours servir. À tout de suite. Le tuto audio, un jour ou l'autre, vous aurez peut-être besoin de passer en mode récupération pour vous sortir d'un mauvais pas sous macOS. Petit rappel, le mode récupération, c'est un redémarrage particulier de votre Mac qui permet de diagnostiquer un certain nombre de problèmes logiciels ou matériels. Vous en aviez peut-être déjà eu besoin sur votre Mac Intel, vous vous souvenez, il suffisait de redémarrer en maintenant les touches commande et R comme récupération enfoncée pendant la phase de démarrage. Mais voilà, la procédure a changé sur les Mac Apple Silicon, qu'ils soient à base de processeurs M1, M1 Pro, M1 Max ou M1 Ultra. Avec les Mac Apple Silicon, il faut d'abord passer par une étape intermédiaire. Alors, on y va. Commencez par éteindre votre Mac. S'il ne s'éteint pas, maintenez enfoncé le bouton d'allumage. Il devrait finir par abdiquer. Lancez le redémarrage en appuyant à nouveau une fois sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé. Un message va apparaître disant « Continuez d'appuyer pour afficher les options de démarrage ». Il ne reste pas bien longtemps. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'affiche ce deuxième message « Chargement des options de démarrage ». Vous pouvez maintenant relâcher le bouton de démarrage. Au bout de quelques instants, vous allez voir apparaître l'écran de sélection des options au démarrage. En utilisant la souris, le trackpad ou les flèches du clavier, sélectionnez Options sur la droite, puis Continuer. L'assistant de récupération va se lancer. Cliquez sur votre avatar, entrez votre mot de passe administrateur. Voilà, vous y êtes. Vous avez alors 4 possibilités. Restaurer votre Mac à partir d'une sauvegarde Time Machine. Réinstaller macOS Monterey sans perdre vos données. Accéder à Internet avec Safari ou bien lancer utilitaire de disque pour détecter des erreurs sur vos disques ou pour les formater. Si vos soucis ne disparaissaient pas, eh bien vous pourriez encore redémarrer en Safe Mode. Le début de la procédure est la même, simplement au lieu de cliquer sur Options, maintenez la touche majuscule enfoncée et cliquez sur votre disque de démarrage sur la gauche, puis sur Continuer en mode sans échec. Nos coups de cœur de la semaine, largement sous les couleurs de l'Ukraine. Bon, Elie, tu es un cas à part, on s'occupera de toi après. Mais d'abord, allez, on va commencer par toi, Gilles. Ton coup de cœur de la semaine, il concerne le président ukrainien. Oui, c'est Au service du peuple. La série qui a lancé Volodymyr Zelensky, qui joue un petit prof d'histoire qui, sur un malentendu, est propulsé à la présidence de l'Ukraine. Et il y a un esprit caustique, c'est extrêmement drôle. Il y a une critique des oligarques, du système féodal qui est mis en place par la Russie vis-à-vis de ces anciens pays satellites. On comprend pourquoi Poutine a lancé 4 équipes de tueurs après Zelensky et voulait vraiment sa peau et voulait le dégager. Ça faisait partie des buts de guerre lorsqu'il a lancé l'invasion de l'Ukraine. C'est vraiment très 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 drôle. J'ai beaucoup aimé. C'est sur Arte. On peut voir les 3 saisons à la suite. Je crois que c'est également à partir de maintenant sur M6, je ne veux pas dire de bêtises. Alors par contre, je n'ai pas pu le voir sur Molotov. Je ne sais pas pourquoi c'est pas apparu dans les vidéos de rattrapage. Vous l'avez sur la box de votre opérateur. Merci Gilles. Moi, je vais vous dire un mot de mon coup de cœur. Je sais que Fabrice, tu vas embrayer dans la foulée. Mon coup de cœur, il est pour MacPo, l'éditeur ukrainien dont on vous a déjà parlé dans eWeek, parce qu'il nous avait soutenu il y a quelques semaines. On avait parlé de Clean My Mac, avec toi, Elie, notamment. Eh bien, MacPo, dont le siège est à Kiev, donc autant vous dire qu'il travaille dans des conditions épouvantables en ce moment. Il continue de travailler.
Et ils viennent de sortir un logiciel gratuit qui s'appelle Spybuster. C'est un logiciel qui va détecter les logiciels d'origine russe ou bélarusse sur votre Mac. Et il va aussi surveiller les envois sur le réseau spécifiquement vers la Russie. Et il va vous prévenir si jamais des données tentent de partir vers la Russie. Alors pourquoi Elie, est-ce que c'est important de surveiller ces envois ? En fait, parce que la loi russe oblige toute personne travaillant sur son territoire à conserver des données pendant 6 mois et des données contenant les noms des utilisateurs, les numéros de téléphone, ce qu'ils ont fait avec, etc. Et donc, tous ces logiciels qui appartiennent à des sociétés russes font des logs, que vous le vouliez ou pas, parce qu'ils sont obligés par la loi s'ils ne veulent pas aller en prison. Et donc, ça veut dire que vos données, elles ne sont pas du tout sécurisées. Alors, tu as installé Spybuster immédiatement ? Oui, tout à fait. Dès qu'on a vu l'info, je l'ai installé, j'ai trouvé ça assez rigolo. J'avais pas d'application très méchante, sauf une application justement de chronomètre que j'avais recherché lorsqu'on essayait de réduire la durée des épisodes. Ce qu'on fait très bien Je pense que ce soir, on va pas vraiment être dans les clous, mais on essaye en tout cas. Et c'était une application russe. Donc, comme elle servait juste à faire un compteur, je me suis dit que, oh là 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 là, je l'ai immédiatement effacée. L'autre appli, c'est plus à prendre avec des pincettes, c'est parce que Parallels, et là, en fait, il vous dit, si c'est un logiciel qui envoie des infos ou pas, il vous dit Parallels a un bureau en Russie. Donc, à vous de décider si vous voulez le désinstaller ou pas. Est-ce que le simple fait d'avoir un bureau fait qu'ils ont un log sur qui a acheté Parallels et quel est l'usage qu'ils font? Et surtout, ce qui embête le plus les Ukrainiens, la position géographique où vous êtes. Donc, des gens qui seraient dans des villes ciblées par l'armée russe, évidemment, il vaudrait mieux qu'ils n'aient pas accès à ces renseignements-là. Donc, et sinon, il est assez bien fait pour un logiciel en plus gratuit. Il est mignon. Ils ont fait une icône assez rigolote. Ce qu'on pourra leur demander peut-être une fois qu'on sera sorti de cette crise, c'est qu'ils nous rajoutent la possibilité aussi de filtrer les logiciels qui communiquent avec la Chine. Parce que la Russie, ok, on en parle beaucoup, mais la Chine, ils sont pas mieux. Donc, ça serait vraiment pratique. Là, on va dire que c'est vraiment un logiciel de circonstance, en tout cas. Oui. Ça nous permet juste de leur tirer un coup de chapeau et ils expliquent qu'ils continuent d'assurer le service autour de leur logiciel. Donc, plus que jamais, faites un tour sur le site de MacPo. Si un de leurs logiciels vous intéresse, vraiment, c'est le moment de les soutenir en les achetant. Et puis, ils renvoient vers tous les sites sur lesquels vous pouvez faire un don au profit de l'Ukraine, évidemment. Fabrice, je te passe la main parce que je crois que ton coup de cœur est un peu lié à ce dont on vient de parler. Totalement, parce que c'est aussi la même société MacPo qui propose ce qu'on appelle un peu le Netflix des applications. C'est un service qui s'appelle Setup qui, avec un abonnement d'une dizaine d'euros par mois, donne accès à une bibliothèque de logiciels assez imposante. Moi, j'aime beaucoup ça. J'ai cet abonnement depuis 2, peut-être même 3 ans maintenant. Il y a tout un tas de logiciels que j'utilise donc au quotidien grâce à ça. Je trouve ça très pratique parce qu'il y a des applications, vous savez, des fois on trouve une version d'essai, alors on essaye et puis c'est très bien, ou alors on se dit ça coûte 5 €, 10 €, peut-être un peu plus, je vais peut-être pas y aller. Là, on est sûr que quand on utilise une de ces applications, il y a une petite partie de l'abonnement qui va être reversée aux développeurs de cette application. Je trouve le principe très bien, l'application est très bien faite, l'installation et désinstallation des logiciels qui sont dedans est très bien faite aussi. Voilà, j'étais fan avant et encore plus maintenant pour les soutenir, évidemment. Voilà, donc setup, setapp.com et ça donne aussi, par exemple, vous parliez tous les deux là de Clean My Mac X. Du coup, quand on a un abonnement Setup, on a accès à leur application phare qu'on peut utiliser quand on veut. C'est vraiment un bon point. Voilà, je précise que MacPo, ça s'écrit MACPAW. On termine avec toi, Elie, ton coup de cœur. Et oui, c'est une nouvelle série qui était très attendue sur Apple TV+, et qui s'appelle We Crashed, et qui est en fait tirée de faits réels. Et en fait, les 2 acteurs principaux qui sont très populaires aux États-Unis, c'est Jared Leto et Anne Hathaway.
Et donc, c'est l'histoire, en fait, de quelqu'un qui a l'idée de créer ce qu'on appelle aujourd'hui le coworking, que vous connaissez tous et que vous avez tous certainement vu autour de vous. Et bien, en fait, c'est en fait un Israélien qui a eu cette idée à New York et qui a créé le premier système de coworking au monde. Et il n'y a que les 2 premiers épisodes parce que c'est un épisode chaque vendredi, donc il faut attendre patiemment. Et donc, personne n'y croit. En fait, lui, il présente en sortie d'école un projet qui est de créer un système c'est pas du coworking, de cohabitation tiré d'un kibbutz israélien de son enfance, de là où il venait. Évidemment, les profs n'y croient pas, personne ne veut le financer. Et donc, du coup, on le voit en train de vendre presque des aspirateurs dans la rue. Enfin, c'est le mec qui se cherche, il se présente comme un serial entrepreneur. Donc, il passe d'un produit à l'autre, des trucs pour bébé à l'aspirateur en frais. Et à un moment donné, il voit un local et il se dit, mais là, on pourrait le diviser. Donc lui, il pense toujours à une habitation. Il fait, non, mais ça serait bien pour travailler. Et donc, il essaye de vendre ça à des investisseurs. Le mec n'a pas un rond. Et au premier épisode, sa boîte vaut des milliards. Et le conseil d'administration veut le virer. Ça vous fait penser à un certain Steve, quelque chose. Et c'est très bien joué. Et en fait, ils essayent de l'empêcher de faire son intro en bourse et ça se finit par le fait qu'il appelle tous ses avocats, d'abord pour éviter qu'on le vire et deuxièmement pour sauver son introduction en bourse. Que va-t-il se passer ? Il faut attendre vendredi, mais quel suspense. Heureusement que tu nous aurais tout raconté sinon. Non. Bon, c'est We Crashed. Le spoiler alerte avant la chronique. Voilà, exactement. Donc We Crashed sur Apple TV ? Oui, Apple TV+. Mais ça, c'était dans la bande-annonce, donc c'est un mini-spoil. C'est la fin de cet épisode 83. Merci énormément de votre fidélité à iWeek, la semaine Apple, le podcast de référence sur l'actu Apple, tous les jeudis soirs. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine. On sera le 31 mars pour le numéro 84. Merci les amis, c'était un grand plaisir de repasser ce moment avec vous. Salut François. Salut, à très bientôt dans un nouveau lieu. Et oui, on a hâte de découvrir ton nouveau chez toi. Salut Ellie. À la semaine prochaine, le 31 mars, ça sera le dernier jour avant ma retraite. Mais non. Mais si, je suis à la retraite officiellement, à partir du 1er avril. Et c'est pas une blague. Mais on va fêter ça. Yes, je serai un vieux retraité, mais actif quand même. Waouh, énorme. Et oui. Et à la retraite, le jour de la création d'Apple, moi je trouve ça trop fort. Eh oui, absolument. Incroyable. Salut Gilles. Salut Benjamin. Au revoir les amis. Adichat, puisque on dit au revoir de la même façon qu'on dit bonjour. Ah, ça marche aussi, d'accord. Salut Fabrice Neumann. Salut Benji, salut à tous, à la prochaine. À la prochaine, on te retrouve sur ton site. Oui, on me retrouve sur pro-fusion-conseil au pluriel.fr. Pour toutes les entreprises qui veulent externaliser leur gestion informatique. Leur service informatique, exactement. C'est ça. Exactement. N'hésitez pas, vous serez bien reçu par l'ami Fabrice. Merci Alex d'avoir été à nouveau dans iWeek, comme régulièrement. C'est vraiment toujours un bonheur que tu sois là. Merci à toi Benjamin. Salut à tous. À bientôt et précipitez-vous sur le nouveau numéro d'iCreate, donc en kiosque incessamment sous peu. Rappelle-nous la une. Le Mac Pro, évidemment, et puis toutes les nouveautés de la dernière keynote. Le Mac Pro, du vraiment studio. C'est en avance, hein, les gars. Oui, l'exclu. L'exclu Lulu. Le Mac Pro. Allez, vas-y. Tu vas faire du clic. Hein. Donc, le Mac Studio, évidemment, et puis toutes les dernières nouveautés de la keynote. super Alex, merci et à très bientôt dans iWeek. Merci à nouveau de votre fidélité. N'oubliez pas i5, notre podcast quotidien, 5 minutes par jour, 5 jours par semaine, 4,99€ par mois pour plus de 20 épisodes. L'actu Apple dans vos oreilles au quotidien sur Spotify et Apple Podcast. Suivez-nous sur Twitter @iWeekNews et @i5fr. Et puis surtout n'hésitez pas à interagir avec nous avec le hashtag iWeekLSA comme la semaine Apple.
Enfin, patreon.com/iWeek pour soutenir iWeek à partir d'1,50€ par semaine. Merci encore à nos contributeurs. On a besoin de vous. On a besoin que vous soyez beaucoup plus nombreux pour avancer. Donc, n'hésitez pas. Un beau geste. Le prix d'un café par semaine. Patreon.com/iWeek. Passez une très très bonne soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et vivement jeudi prochain. Salut à tous. Bye bye.